Fidèles téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à votre émission Caribe Environnement. Caribe Environnement, l'émission qui aborde les questions liées à l'environnement sur les plans national et international. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous avons les députés qui sont au milieu de nous et nous avons les représentants de la société civile et la représentante des peuples autochtones. Nous avons le professeur Lapika qui est le président du collectif des parlementaires pour la promotion des droits des peuples autochtones, mais aussi le député national. Nous avons les députés national Célestin Bondomiso, qui est membre du collectif des parlementaires. À son côté, nous avons l'honorable Grégoire Mirendi, qui est aussi membre du collectif des parlementaires. Au milieu, nous avons Madame Dorothée Lisenga, qui est la représentante des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, mais aussi membre du réseau des populations autochtones pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. À son côté, nous avons M. Espoir Tchakoma, qui est le représentant de la société civile et aussi le coordonnateur du projet RND en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour avoir répondu à l'émission Caribe Environnement. Bonjour. Bonjour. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'autochtone pygmée face à son monde. Est-ce qu'il existe-t-il de l'interaction entre les peuples autochtones et la forêt? Vous êtes des élus du peuple. Pourquoi vous vous intéressez aujourd'hui aux questions des peuples autochtones pygmées de la RDC? L'honorable Lapika. Nous nous intéressons à la question des peuples autochtones pygmées pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on observe la dispersion des populations ou des peuples à travers la République, on est frappé par une chose, c'est que le peuple autochtone pygmée se retrouve sur 9 provinces sur les 11. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous... Donc, c'est une population qui a sa raison d'être et qui a droit à la parole comme les autres peuples, d'autant plus que nous les retrouvons sur l'ensemble du territoire. La deuxième raison qui est importante, c'est que contrairement à ce qui a toujours été dit, eh bien, les peuples autochtones sont des détenteurs de plusieurs savoirs et savoirs endogènes. Ils détiennent des savoirs, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan artisanal, que ce soit seulement sur le plan, je dirais, moral. Eh bien, les peuples autochtones ont des leçons à nous donner et ils constituent une référence sur plusieurs points. Mais malheureusement, ce peuple que nous cherchons aujourd'hui à promouvoir, eh bien, est dans plusieurs contrées l'objet de discrimination. La troisième raison importante, c'est que beaucoup de nos collègues ont comme électeurs des peuples autochtones pygmées. Mais dans l'agir, dans les actions qui sont menées au niveau national, eh bien, ces actions ne portent que sur les autres peuples voisins, les populations de langue bantou, nilotique ou hamite. Mais les peuples autochtones pygmées ne sont pas pris en compte dans les actions. Et nous pensons que nous devons aujourd'hui nous mobiliser. Et c'est pour cela que nous avons créé un collectif des parlementaires congolais qui comprend les députés nationaux, les sénateurs. Et bientôt, nous allons intégrer les députés provinciaux pour élaborer une loi qui va chercher à protéger les droits des peuples autochtones pygmées. Et je crois qu'aujourd'hui, les députés qui sont avec moi aujourd'hui reviennent de l'intérieur où ils ont été à la rencontre de ces populations pour échanger avec eux, pour les sensibiliser sur la loi et obtenir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de compléter, d'enrichir cette loi que nous comptons. On va y revenir, l'honorable Bondomiso. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là pour défendre les intérêts des peuples autochtones? Vraiment, ce qui nous amène vers ce peuple, c'est parce que c'est un peuple qui a une histoire comme tous les autres peuples de notre pays, comme tous les autres peuples du monde. Mais il se fait quelque peu malheureusement que ce peuple, de par son mode de vie, eh bien, semble être oublié.
un peuple qui semble ne pas attirer l'attention de beaucoup de gens. C'est comme ça que nous nous sommes dit non, ce sont des hommes, ils sont créés à l'image des dieux, ce sont des citoyens congolais. D'ailleurs, ils se disent eux-mêmes qu'ils sont les premiers habitants de notre territoire national. Et c'est une raison de plus qui fait que, eh bien, aujourd'hui, ils ne veulent pas accepter qu'on les appelle des pygmées, parce qu'une façon de les appeler comme ça signifie peut-être qu'on les minimise, qu'on les méprise, hein, qu'on les considère comme des sous-hommes. Aujourd'hui, ils veulent s'appeler les premiers citoyens. Et peut-être c'est par cette raison-là que nous devons accorder une attention plus ou moins particulière aux premiers citoyens de ce pays. Alors, ce qui nous emmène encore vraiment vers ce peuple, c'est parce que nous avons remarqué, et c'est visible, se manifeste, que ce peuple vit une certaine discrimination. Nous revenons, comme le disait l'honorable Lapika, de l'intérieur, là où nous avons vécu effectivement, que ce peuple traverse, vit dans une sorte de discrimination. Il y a même des gens qui, encore à ce siècle, vous imaginez, qui se disent que nous avons, moi par exemple, j'ai autant de pygmées. Moi par exemple, j'ai autant de... vous comprenez? C'est-à-dire que la relation aujourd'hui entre certains citoyens congolais et le premier citoyen, c'est une relation de maître à esclave. Et c'est une situation que nous ne pouvons pas tolérer. Nous voudrions donc, en fait, attirer l'attention de tout le monde que c'est un peuple qui a une histoire, un peuple qui doit bénéficier de tous les droits comme tous les autres peuples. Et de cette façon, il faut donc que nous, collectifs des parlementaires, nous puissions dire il faut mettre à la disposition du pays un texte de loi, effectivement, qui va protéger les droits spécifiques de ce peuple. Voilà, en quelque sorte, les mots que je peux ajouter à ce que le collègue a dit. Honorable Mirindi, vous avez dans votre circonscription les peuples autochtones. Est-ce que vous partagez les mêmes points de vue? Je voulais ajouter quelque chose, c'est que nous, en tant que législateurs, nous nous occupons de tout le monde, de tous les groupes sociaux, de toutes les tribus qui arrosent le territoire national. Mais parmi nous, il y a des groupes ethniques, il y a des peuples dont le respect des droits pose problème. Et ce sont ces groupes-là dont fait partie justement les pères. Et lorsque vous êtes parent, vous avez 3-4 enfants, et que vous avez un ou deux qui passent toute la nuit en train de pleurer, en tant que parent, ça doit vous alerter et vous devez vous interroger. Et c'est ce que nous faisons. Nous constatons qu'à l'instar de femmes dont les droits viennent d'être consolidés par la Constitution, et même récemment, vous avez suivi qu'ils continuent de réclamer la parité, les genres, 30%. C'est une évolution. C'est-à-dire que c'est un groupe social qui pense que ces droits ne sont pas respectés parce qu'il n'est pas sur la scène où les choses se discutent. Nous avons eu les handicapés, les personnes vivant avec handicap. C'était aussi les mêmes problèmes. Leur dossier est à moitié résolu. Nous avons les albinos qui continuent à revendiquer, les PA aussi qui continuent à revendiquer. Mais si nous, législateurs, ou leur propre dynamique, ne prennent pas en charge ce genre de questions, qui va les prendre? Mais pour revenir à l'intérêt, il y a plusieurs intérêts, ça peut faire l'objet même d'une thèse de doctorat. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que les meilleurs protecteurs de l'environnement, ce sont les PA? Je prends le parc national qui m'est très voisin, le parc national de Gaouzi-Biega au Sud Kivu. C'est un parc créé en 1970. Mais ce parc regorgeait beaucoup plus d'animaux avant qu'il ne soit géré par nous les Bantous que pendant qu'il était occupé comme forêt par les PA. Mais depuis qu'on les a chassés, aujourd'hui je ne sais même plus si on peut compter 20 éléphants. Non, c'est parce que les gens disent qu'ils détruisent parce qu'ils mangent les animaux et qu'ils ne pouvaient pas assurer une conservation efficace, durable. Tous ces arbres qui passent par Kinshasa pour aller en Europe, je ne sais pas s'il y a un PA qui est derrière ces entreprises-là. Qui détruit quoi? Même les animaux dont vous parlez. Nous, les Bantous, quand nous chassons, c'est sans discrimination. Il est difficile de repérer un animal qui est
on peut dire qu'il y a une gestation. C'est difficile, mais eux, ils vous disent, ça, on peut tuer, ça, on ne peut pas tuer. Et puis, ils connaissent les saisons de la chasse. Ils savent quand les animaux doivent mettre bas. Et c'est ça. Nous, on y va pêle-mêle. Et donc, il faut vivre avec eux, il faut les côtoyer pour comprendre qu'il y a une donne naturelle que Dieu a investie dans ce peuple et qu'il faut exploiter. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de leur médecine. Des gens qui vous, avec votre fièvre, une petite fièvre ici, vous allez frissonner, vous allez interrompre même l'émission. Mais eux, ils savent la feuille qu'ils peuvent prendre pour, en fait, mettre fin à votre malaise. Donc, ils ont quand même de savoir qu'il faut aussi rentabiliser et qui sont utiles pour la nation. Madame Dorothée, vous êtes vous-même autochtone pygmée et aujourd'hui, vous revendiquez certains droits. Est-ce que c'est important? C'est important parce que les peuples autochtones font aussi partie de l'échiquier national. Et l'honorable a parlé tout à l'heure des enfants à la maison. Et quand vous êtes dans une même famille où le père et la mère ne s'occupent que d'une catégorie d'enfants et les autres sont délaissés pour compte, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit revendiquer ces droits-là pour qu'on soit aussi rétabli parce qu'on est en famille. Nous sommes maintenant dans la révolution de la modernité. Quand les voisins bantous, les nilotiques et les soudanais font un pas pour aller vers la modernité et que les peuples autochtones ne sont pas à la course, ils constituent un poids pour la République. Et à ce moment-là, on ne peut pas aller loin parce que, par exemple, il y a d'autres enfants qui sont partis à l'école et il y a d'autres qui sont là à la maison qui n'étudient pas. Quand bien même il a franchi un seuil, il est député, l'autre enfant ne viendra que chaque jour pour quémander chez son frère. Et c'est ce qui n'est pas aisé. Il faut que tout le monde soit sur le même plan au niveau de la République. D'où maintenant la revendication de ces droits-là. Et nous tendons vers la loi parce que les honorables, les collectifs de députés ont dû songer à ça pour que les peuples autochtones soient aussi comme les autres. Est-ce que vous êtes le représentant de la société civile et vous travaillez sur la problématique des droits des peuples autochtones? Pourquoi vous mettez plus l'accent sur ça? Merci pour la parole. Ce qu'il faut dire, c'est que le pays est actuellement engagé dans un processus de mise en place de mécanismes pour la gestion durable des forêts. Et comme vous le savez, les autochtones pygmées sont dépendants étroitement de la forêt. Leur vie dépend uniquement de la forêt. Et dans la mise en œuvre de ces principes, de ces mécanismes de gestion durable des forêts, il y a un point qui est important, c'est le point comment on arrive à assurer la prise en compte des intérêts, des droits de ces autochtones pygmées qui dépendent de la forêt. Parce que vous savez, la forêt pour ces autochtones pygmées, c'est tout. C'est leur pharmacie, c'est là qu'ils tirent leur nourriture, c'est tout ce qu'ils font dépend de la forêt. Et la crainte que nous avions, c'est de voir la forêt être en train d'être protégée au détriment de ces populations autochtones. Et c'est dans ce contexte que la société civile s'est engagée dans l'accompagnement de ces autochtones pygmées, notamment du fait des innovations du code forestier, qui a donné cette ouverture permettant à ce que les organisations de la société civile puissent accompagner les autochtones ou les communautés pour la défense et la promotion de leurs droits. Et donc c'est depuis cette époque que la société civile a commencé son travail de plaidoyer, qui a permis à ce que lorsqu'on est en train de développer ou lorsqu'il y a des mesures d'application de ces codes forestiers qui sont prises ou qui sont développées, on essaie de voir comment on intègre les intérêts et les droits des autochtones pygmées. Et donc, pendant qu'on fait ce travail au niveau du gouvernement, nous, société civile, nous essayons à notre tour de voir comment on travaille dans la sensibilisation, voir comment on mène des études, des enquêtes pour que finalement nous puissions dégager cet élément important lié à la contribution du savoir des autochtones dans la protection et dans la gestion durable des forêts. Parce que nous ne voudrions pas que les débats selon lesquels les autochtones sont les destructeurs de la forêt puissent toujours être brandis, d'autant plus qu'il est avéré aujourd'hui que si la RDC a protégé ces forêts, si aujourd'hui la RDC a des forêts encore qui sont primaires,
c'est parce qu'il y a eu ces autochtones qui l'ont protégé de par leurs pratiques durables d'utilisation forestière. Et donc c'est cela qui a constitué le cheval de bataille de l'accompagnement de la société civile. Plusieurs actions sont en cours, comme les honorables ont évoqué. Il y a le collectif qui travaille sur la loi. Parallèlement, il y a d'autres études que nous sommes en train de mener, notamment sur les us et coutumes des autochtones pygmées et par rapport à leur savoir endogène. Mais aussi, nous faisons l'accompagnement judiciaire et administratif de ces autochtones lorsqu'il y a des cas qui sont identifiés qui prouvent que leurs droits sont violés. Nous sommes en train de parler de l'autochtone pygmée et son monde. C'est quoi ces autochtones pygmées et c'est quoi son monde? Lorsque nous parlons des peuples autochtones et son monde, à première vue, son monde, c'est d'abord la forêt. Les peuples autochtones sont désignés d'ailleurs dans la littérature comme les peuples de la forêt. Et lorsqu'on parle des peuples de la forêt, cela ne signifie pas seulement qu'il n'y a que la forêt. Et la forêt elle-même, c'est quoi? Donc, au-delà de la forêt, vous avez tout ce qui constitue à la fois le monde matériel, mais aussi le monde immatériel. En RDC, comme dans les autres pays limitrophes, RCA, Congo-Brazza, Cameroun, où on rencontre les peuples autochtones, on a 3 catégories aujourd'hui de peuples autochtones. Lesquels? Vous avez les peuples autochtones qui sont des nomades, c'est-à-dire qui se déplacent au fur et à mesure que le gibier se raréfie. Vous avez des peuples autochtones qui sont des semi-nomades, c'est-à-dire ceux qui sont résidents sur un espace pendant une bonne partie de l'année et puis migrent vers d'autres sites. Et vous avez des peuples autochtones qui sont sédentarisés, donc qui aujourd'hui ont des villages à côté souvent des villages de langue bantou. Donc ça c'est sur le plan de leur mode de vie. Donc on a des nomades, des semi-nomades et des sédentaires. Qu'ils soient nomades, qu'ils soient semi-nomades ou sédentaires, eh bien tous vivent essentiellement de la chasse. Ils vivent de la chasse, ils vivent de la pêche, et les sédentaires vivent ou commencent à vivre maintenant de l'agriculture. Mais avant, ils vivaient des échanges. Donc ils avaient les produits de cueillette. Les peuples de langue bantou avaient des produits agricoles. Eh bien, ils échangeaient les gibiers contre des bananes ou des poissons contre des carottes, etc. etc. Au-delà de ces activités de production, les peuples autochtones ont des activités de réjouissance, n'est-ce pas? Ils ont notamment un folklore qui aujourd'hui constitue un des grands apports sur le plan ethnomusical à travers le monde. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, la DGPA compte organiser un grand festival pour promouvoir justement l'art musical des peuples autochtones pygmées. Au-delà des questions liées à la musique, mais les peuples autochtones, c'est d'abord un peuple qui détient, et je crois l'avoir dit, des savoirs que leurs voisins n'ont pas. Je crois que vous avez suivi les observations que mes collègues ont présentées tout à l'heure, et même Maman Dorothée, pour dire que sur un certain nombre de matières, les peuples autochtones ont des leçons, ont des savoirs que personne d'autre n'a autour d'eux. Moi, j'ai toujours été fasciné par la médecine traditionnelle des peuples autochtones pygmées. Et notamment en ce qui concerne le traitement, par exemple, des morsures des serpents. Ils ont un art médical que leurs voisins n'ont pas.
Et j'ai toujours été également frappé par des techniques de production, par exemple, de l'eau. Hein, vous êtes en pleine forêt, il n'y a pas d'eau, et vous avez soif. Quand vous êtes chez les peuples autochtones, vous n'allez pas mourir de soif, parce qu'ils connaissent des lianes, qu'il suffit de couper cette liane, eh bien, vous allez remplir un verre d'eau. Ce type de technologie, leurs voisins ne les maîtrisent pas. Ne les maîtrisent pas. Ne parlons pas des valeurs sur le plan philosophique, en termes des croyances, et sur le plan littéraire, en termes de contes, de récits historiques. Bref, nous avons, sur le plan anthropologique et ethnographique, nous avons, avec les peuples autochtones, un savoir ou des savoirs et savoir-faire qui peuvent aider notre pays à constituer un patrimoine culturel important. Honorable Célestin, qu'est-ce qui se passe dans votre province orientale avec les autochtones pygmées dans leur mode de vie? Le peuple autochtone a une certaine identité. Je voulais d'abord commencer par là. Que parler de ce peuple, c'est parler aussi de leur identité. Donc c'est un peuple qui affirme son identité, qui se reconnaît en tant que tel, en tant que peuple, originaire, premier habitant, premier citoyen. Ça, je ne veux plus revenir là-dessus. Alors comment ils vivent? C'est vrai que avec l'évolution de la société, le peuple autochtone de la province orientale, qui était resté à un moment donné lié vraiment à la forêt, commence à quitter la forêt petit à petit et à s'intégrer également dans la vie pratique de tout le monde. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'écoles déjà des peuples autochtones qui ont été implantées par-ci par-là. C'est le cas du territoire de Wamba, là où il y a une école essentiellement consacrée aux peuples autochtones. Un peu partout, même vers Babonde, vers Ibambi, nous avons des écoles. Nous avons aussi des écoles des peuples autochtones, pour le moment, à Mambasa, ainsi de suite. Bon, il y a aussi, dans le cadre des activités d'exploitation artisanale des matières précieuses. Et ici, j'ai fait allusion à l'exploitation artisanale de l'or. Là, nous voyons comment le peuple autochtone s'investit également pour ce type de travail. Il cherche aussi un peu de moyens pour survivre. Beaucoup d'ailleurs sont à mesure. Bon, beaucoup sont à mesure. Il y en a qui sont bien sûr inquiétés, mais beaucoup sont à mesure déjà de s'acheter par exemple des habits, ce qui n'était pas le cas hier. Beaucoup sont à mesure de s'acheter par exemple des postes de récepteurs, des radios. Vous les voyez marcher sur la route en train de suivre des belles mélodies de Kofi et des autres artistes que nous avons dans le pays. Bon, c'est quand même un petit changement déjà que nous remarquons dans leur mode de vie, ce qui n'était pas le cas il y a plus ou moins 20 ans. Ce qui est vrai est qu'ils n'ont pas encore cessé, ils ne se sont pas encore complètement détachés de la forêt qui se trouve être leur milieu naturel. Ils sont toujours en communion avec la forêt, ils sont toujours cartonnés dans les forêts, dans des parties là où il n'y a pas assez de monde. Et nous pouvons dire quand même qu'il y a une évolution sensible pour le moment, parce qu'il y en a maintenant qui, hier, ne parlaient pas la langue lingala, par exemple, mais aujourd'hui, ils sont en mesure d'échanger à lingala. Il y en a qui n'étaient pas en mesure de parler français, mais aujourd'hui, ils sont en train de parler français. Donc, nous sommes en train de vivre progressivement l'intégration de ce peuple dans la vie de tout le monde. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs, parce que quand j'étais à Libengé il n'y a pas longtemps, il y a un qui m'a surpris en me disant, mais ils veulent aussi être comme nous. Ils veulent aussi être comme nous, ils veulent aussi vivre comme nous. Vous comprenez que dans cette phrase-là, il y a tout là-dedans. Voilà, en quelque sorte, comment... Et qu'est-ce qui se passe, parce que vous avez dit qu'il y a des écoles, qu'est-ce qui se passe pendant la période des chenilles? Est-ce qu'ils continuent à suivre les cours ou ils vont dans la forêt? Toujours compte tenu de leur mode de vie. Est-ce que les écoles aussi tiennent compte de oui, tout effectivement, parce que l'enseignement, il y a un grand principe d'enseignement qui parle de l'adaptation. Il faut adapter l'enseignement à celui qui reçoit l'enseignement. Donc, en ce moment-là,
on est obligé d'arrêter les fermer l'école pour permettre au peuple autochtone d'aller chercher, c'est pas moi, les chenilles, d'aller chercher les champignons, d'aller chercher tout ce qu'ils peuvent chercher. Parce qu'en fait, ils sont comme c'est leur mode de vie. Alors il faut que l'enseignement tienne également compte de leur mode de vie. Et je pense qu'on a bien fait les choses parce qu'on ne les a pas privés de ces genres d'activités pendant les moments de chenilles, par exemple. L'honorable Mirindi, qu'est-ce qui s'est fait dans la province du Sud Kivu et comment l'autochtone se comporte face à son monde? Moi, je crois que s'il y a un coin où la vie des peuples autochtones a été systématiquement perturbée, c'est au Sud Kivu. Vous savez, le Sud Kivu, c'est l'une des provinces les plus peuplées de cette république. Quand on crée les parcs, en fait, qui est une réserve jadis forestière où vivaient les PA, sans consultation préalable. Sans les clips, le consentement libre informé. Il n'y en a pas eu. D'ailleurs, on ne s'est même pas référé à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Quand le chef de l'État à l'époque avait pris la loi pour étendre le parc national de Gaouzi-Biega de 60 000 à 600 000 hectares. Donc, des gens qui étaient censés être chez eux se sont retrouvés sur la rue. Et aujourd'hui, ils vivent comme tels. Depuis qu'on a créé les parcs, depuis qu'il a été étendu, il n'y a jamais eu de mesures de normalisation, des mesures de création de nouveaux espaces pour accueillir plutôt ces peuples autochtones. Et aujourd'hui, ils vivent juste à lisière, entre les forêts, juste à la limite en fait du parc avec les autres peuples. Donc ils sont privés en fait de tous les services sociaux de l'État. Éducation, santé, l'égalité de tous devant les services publics et devant les charges publiques, tout ça, ça pose problème. Nous pensons que soit on crée des espaces pour eux, on a bien entendu le consentement, soit on trouve des mesures compensatoires. Il faut qu'en tout cas l'État prenne la question en charge pour que les PA se sentent pris en charge comme tous les autres PA en fait, qui vivent dans leur milieu naturel. Et là, nous avons ces problèmes, comme je venais de le dire tantôt. À cela s'accompagne la problématique liée aux études, accès à la santé, l'habillement, la discrimination. Vous voyez que les mariages hétérogènes entre les PA et les autres peuples, bien que chez nous, ce n'est pas ce que j'ai vu là où j'étais, quand même chez nous, déjà les mariages entre les PA et les Bantous, nous avons plusieurs cas en tout cas. D'ailleurs, il est souvent difficile d'identifier facilement un mariage hétérogène entre PA et Montou, si personne ne vous l'a dit. Parce qu'en fait, de ce côté-là, c'était détaché un peu dans la forêt pour regagner les milieux urbains. On subit quand même une certaine évolution. Madame Dorothée, vous êtes autochtone. Nous voulons savoir votre monde là. Est-ce que c'est important de continuer à vivre ou alors de changer quand même les modes de vie? C'est comment? Bon, on ne peut pas extirper ce qui est inné et on ne peut pas changer totalement les modes de vie comme ça. Mais nous vivons dans un monde qui n'est pas statique. C'est la dynamique pour le moment. On ne dit pas que nous devons changer de mode de vie totalement, mais nous devons nous adapter aussi au rythme de cette dynamique-là, parce que le monde évolue, aussi les choses évoluent. Si le pays aujourd'hui reste à la forêt, parce qu'on doit rester dans ces modes de vie-là, il n'aura pas accès aux études, il ne va pas lire, il ne va pas écrire, il ne va rien comprendre de ce qui se passe. Et comment va-t-il réclamer son droit au moment où il ne sait ni lire ni écrire, et il ne saura pas aussi arriver là où on prend les décisions. Mais ce soir, l'honorable Mirindi a parlé d'un cas du parc national de Gaouzi-Biega. Effectivement, vous êtes membre de la société civile et vous avez organisé une conférence de presse sur la question. Où en sommes-nous? C'est vraiment intéressant qu'on ait suscité les débats dans le cadre de votre émission autochtone et son environnement. Le constat qui est fait, avant de répondre à la préoccupation que vous avez soulevée, c'est pour nous une grande joie de voir l'implication actuelle des honorables dans la lutte pour la promotion et la défense des droits des autochtones pygmées, ce qui n'était pas le cas hier. Et pour nous, c'est quelque chose de positif et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin.
Et lorsqu'on essaie de faire une lecture par rapport à la situation des autochtones pygmées par rapport à leur monde, on se rend compte que le bilan est très négatif. Comment ça? Le bilan est négatif, d'autant plus que lorsqu'on essaie de voir la vie qu'ils mènent, on a essayé de lier leur vie à la forêt, comme cela a été soulevé. On a dit que la vie des communautés de ces autochtones pygmées est étroitement liée à la forêt. Alors, lorsqu'on est sur terrain, lorsqu'on essaie d'analyser le monde dans lequel ils vivent, cette forêt, on se rend compte que la plupart des autochtones n'ont pas accès à leurs terres, n'ont pas accès aux ressources naturelles dont ils ont suffisamment besoin pour garantir leur vie. Et cela porte à nous de croire que ce peuple est en voie de disparition. Et lorsque je dis cela, je fais allusion à la situation des PIA dans différents coins du pays. Lorsqu'on prend le cas des autochtones qui sont au site Kivu, comme vous venez de le dire, il y a ces autochtones qui ont été expulsés du parc de Kaouzi-Biega sans leur consulter, sans mettre en place des mécanismes pour leur indemnisation. Ce que nous faisons au niveau de la société civile dans le cadre de notre organisation, c'est essayer d'accompagner judiciairement ces autochtones. Et les étapes au niveau, au premier et au deuxième degré, au niveau de la province, au site Kivu, n'ont pas donné de fruits. Et c'est pourquoi j'ai salué l'implication des honorables et les plaidoyers qu'ils font en faveur de ces autochtones. Actuellement, puisque vous avez demandé quel est l'état des lieux par rapport à ces cas-là, actuellement nous comptons saisir la Cour suprême et éventuellement activer des mécanismes internationaux pour voir comment on remet ces autochtones dans leurs droits. Il n'y a pas que eux. Lorsqu'on regarde les autochtones au niveau de l'Équateur, qui sont aussi victimes de l'exploitation forestière actuellement industrielle, cela les met aussi dans la situation qui est similaire à celle du site Kivu. Lorsque vous allez causer avec les autochtones pygmées en Équateur, ils vont vous dire, avant que l'exploitation forestière ne commence industrielle, on allait juste derrière notre case et on pouvait avoir les gibiers. Mais avant même qu'on aborde la question liée à la dépossession de leurs terres par ces exploitants forestiers, on se rend compte que lors des abattages de grands arbres, il y a des animaux qui fuient très loin, où ils ont maintenant des difficultés à accéder pendant la chasse à ces animaux. Et cela contribue et accentue les risques qu'on a évoqués liés à la survie de ces autochtones qui sont étroitement liés à ces forêts. Est-ce qu'il y a l'interaction entre le peuple autochtone et la forêt? Oui, madame, il y a interaction entre les peuples autochtones et la forêt.